y a une dizaine d'années encore, traverser certaines zones du Bénin relevait de l'exploit. Routes défoncées, pistes impraticables, ponts absents. Aujourd'hui, tout n'est sûrement pas rose, mais des routes prennent forme, des ponts surgissent là où l'isolement régnait et la mobilité change de visage. Le Bénin bouge et il bouge vite, j'ai envie de dire, c'est un constat. Mais derrière cette transformation, une question, sommes-nous sur la bonne route? Pour en parler, un acteur clé de cette révolution infrastructurelle, José Tonato, ministre en charge des Transports au Bénin. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et pour conduire ces échanges avec moi, Éric Guédénon, mon confrère de Canal 3 Bénin. Éric, bonsoir. Bonsoir, Marcella Rossi. Bonsoir, monsieur le ministre. Et merci de votre disponibilité à répondre à nos questions, notamment sur le secteur des transports. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous, qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis 9 ans en matière d'infrastructures routières? Beaucoup. Le gouvernement a fait beaucoup. Infrastructure routière seulement, je crois qu'on a fait une avancée très substantielle. Nous avions environ une cinquantaine de chefs-lieux de communes qui étaient connectés au réseau bitumé, mais un réseau bitumé de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, nous allons atteindre, à partir de l'année prochaine, les 77 chefs-lieux de communes connectés par le réseau routier, mais un réseau de très bonne qualité. Ça veut dire quoi? Que le maillage du territoire national par le réseau routier est très avancé. Le programme qui a été annoncé au PAG 1, s'est poursuivi au PAG 2. À titre de comparaison, de 1960 à 2016, nous avions à peu près 2000 km de route dont vous connaissez la qualité, vous l'avez décrit, je ne reviens pas dessus. Nous avons emblavé 3000 km de 2016 à maintenant, dont 1800 km sont déjà livrés et près de 1500 km sont en cours de travaux actuellement. Nous avons engagé des études aujourd'hui globalement sur 3500 km de routes en terre et de pistes pour provisionner les PAG à venir pour poursuivre le maillage territorial en réseau routier. Je crois que le Bénin est en train de rattraper un gap très important. Quand on est champion en matière de production agricole, il faut des routes et il faut des marchés pour transformer l'effort de nos paysans, de nos producteurs en richesse et en croissance. Donc, les infrastructures routières sont un facteur déterminant, fondamental dans le développement, dans la croissance économique que nous recherchons et dans le développement que nous attendons pour notre pays. C'est pourquoi, au cœur du pilier qui est la transformation structurelle de l'économie du Bénin, et que nous avons poursuivi totalement pendant le PAG 2, la question des infrastructures, et spécialement des infrastructures routières, est une question centrale que nous poursuivons sous la supervision du président de la République avec beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur et beaucoup de continuité. C'est un réseau aujourd'hui qui est marqué par une recherche fondamentale de la qualité. Nous sommes sortis des routes à durabilité de 5-10 ans pour aller vers des routes d'un autre standard comme on trouve en Europe, avec des durées de vie de plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est ça qui va nous permettre de nous concentrer sur tout ce qui n'a pas été fait et de mettre en place en même temps une démarche d'entretien routier, parce que c'est ça qui garantit la durabilité, qui rend résilient et durable l'infrastructure routière. Donc nous sommes totalement, vraiment, sur une dynamique que nous souhaitons se poursuivre le plus longtemps possible. Vous le dites de façon très aisée, plus de routes bitumées en 9 ans qu'en 60 ans. Quelle est la stratégie qui a permis d'accélérer autant? La stratégie, ça a été d'abord un diagnostic sans concession. Ensuite, la capacité
du président de la République et du ministre doublé du ministre de l'économie et des finances à mobiliser les ressources nécessaires, tant à l'intérieur, en restant beaucoup plus, ce n'est pas mon sujet, mais je suis un peu ce qui se fait, en restant beaucoup plus sérieux sur les capacités, les performances de nos régies financières internes, et en déployant également une stratégie en direction des partenaires au développement et des institutions de financement. Vous avez dû voir que le Bénin est sorti plusieurs fois, comme on le dit dans le milieu, pour mobiliser des ressources. Nous avons même mobilisé des ressources vertes, un eurobond ODD. Tout ça, la réussite dans ce secteur, c'est faire de bons projets et puis trouver les financements qu'il faut. Et la leçon principale que moi j'ai appris, c'est que le financement n'a jamais été un problème quand vous avez un bon projet. Avec des études sérieuses, vous évitez l'écueil des éléphants blancs. Ça, c'est pas seulement pour le secteur routier, mais c'est valable pour tous les secteurs. Et je crois que c'est ce qui fait le succès de ce qui a été fait depuis 2016 dans ce secteur où nous aurons définitivement un réseau routier structurant qui maille tout le territoire et qui sera un réseau résilient et qui va durer longtemps. Vous parlez souvent de 2016 ou de depuis 2016 en comparant les périodes. Comment expliquer la rupture dans l'exécution? La rupture dans l'exécution découle de la rupture de la gouvernance. C'est celui qui porte le programme d'action du gouvernement par ses orientations, sa vision et son ambition. C'est le président Patrice Talon. Je ne pense pas que, sans vouloir comparer ni porter un jugement sur ce qui s'est passé avant, le diagnostic parle tout seul. La gouvernance a changé. C'était la rupture, c'est le terme symbolique que porte cette gouvernance. C'est une véritable rupture dans tous les secteurs. En particulier dans le secteur routier. Ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans notre besoin de réseau routier, en termes de pourcentage par exemple, sur l'ensemble du territoire national? Toutes les routes nationales sont prises en compte. Tous les départements sont desservis. Je l'ai dit, toutes les communes sont desservies. Et en dehors de ces 3000 kilomètres de routes qui sont, c'est plus de 4000 milliards de nos francs, qui sont en cours de travaux, nous avons 3500, je l'ai dit tantôt, qui sont en cours d'études, mais nous puisons dans le stock de 12 000 kilomètres de routes en terre et de pistes que nous entretenons régulièrement pour faciliter l'écoulement des spéculations agricoles. Et donc, si nous arrivons à traiter les 3500 qui sont à l'étude, ça va diminuer un peu de ces 12 500. Vous voyez, si vous faites rapidement le calcul, aujourd'hui, nous avons un réseau global qui doit faire autour de 15-20 000 kilomètres. Je n'ai pas le chiffre précis, mais l'objectif, c'est de réduire progressivement la part des routes en terre et des pistes qui sont difficiles à pratiquer pour basculer sur des routes revêtues, en reliant toutes les communes, en reliant toutes les zones économiques, en reliant toutes les zones de production à la métropole où se trouve notre port, où se trouve la concentration du pouvoir central, pour favoriser la valorisation de notre production agricole et économique. Monsieur le ministre, vous avez investi beaucoup trop de milliards dans les bétons que dans le bien-être social des populations. Que répondez-vous à vos concitoyens qui le pensent encore? Je pense que les citoyens qui le pensent ne sont pas la majorité. Et j'adore la formule que le président Patrice Talon a utilisée devant la représentation nationale. Il a dit, s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est aussi vrai que la route fait manger. Pour apporter les intrants au fin fond du Bénin, pour apporter les semences, pour ensuite récolter, ramener dans les chefs-lieux de département, pouvoir vendre, joindre facilement les industries d'égrenage et autres, il faut la route. Sans la route, l'économie est morte. C'est pourquoi on dit que la route précède le développement. Et la route porte le développement. Et je suis fondamentalement convaincu que faire la route, c'est principalement faire du social. On peut élaborer largement autour, mais c'est démontrable. C'est un besoin qu'on ne peut pas contourner, sauf si on ferme les yeux sur les attentes des populations et les exigences de développement économique. À partir du moment, vous verrez qu'il y a plusieurs projets qui n'ont pas été annoncés le 16 décembre, mais qui ont été conduits après.
Même le projet asphaltage si emblématique dont on parle. Le jour où on a lancé le PAG, on n'en avait pas parlé. Mais c'est la capacité du président de la République, du gouvernement, à analyser, à continuer la réflexion par rapport aux besoins réels des populations qui a amené le projet asphaltage. Et ça a démontré que nous ne nous sommes pas trompés. Le programme de rénovation des marchés urbains et régionaux, ce n'était pas au lancement. Mais c'est un besoin. Nos infrastructures de commerce marchand étaient dans un état de délabrement. Quand on s'est attaqué au problème des marchés, les zones de relogement que nous avons construites pour les vendeuses étaient plus confortables que les marchés que nous voulions déménager. Voilà la situation. Et donc, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'investir dans l'infrastructure n'a pas empêché le président de la République et son gouvernement d'attaquer le social. Ce n'est pas mon travail, mais j'ai entendu parler du projet ARC, j'ai entendu parler de microcrédit, j'ai entendu... Alors, de quoi parle-t-on? Le secteur de la santé n'a jamais reçu autant d'infrastructures. Le secteur de l'éducation, mes autres collègues en parleront, mais on n'a pas fait exclusivement de l'infrastructure au détriment du social, bien que l'infrastructure, pour moi, est le principal facteur de développement du social. Parlons toujours de ces infrastructures. Fondamentalement, à votre avis, qu'est-ce qui a changé pour les usagers, pour les transporteurs? Je dis que rouler sur une route, une belle route comme on dit, aux normes, vous gagnez du temps, vous arrivez à relier les points, votre destination, enfin faire vos courses. Vous avez des véhicules qui sont en meilleur état, qui durent plus longtemps, vous dépensez moins en charges récurrentes. Belle route, vous l'avez dit suffisamment, on vous fait le procès de réaliser des infrastructures certes belles, mais à des coûts hors normes. J'ai tenté de dire que 3000 km de route à 4000 milliards, c'est 1 milliard et quelques kilomètres. Je peux aller dans le secteur urbain pour vous dire qu'une belle rue qui est faite de façade à façade, c'est 2-3 fois l'emprise de la route qui est revêtue. Avec quelle qualité, s'il vous plaît? Allez regarder les routes pavées avant, la qualité des caniveaux, la qualité des dallettes. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre tous les caniveaux, toutes les dallettes, les tampons d'avaloir, les grilles de regard. Nous sommes en train de reprendre tout ça parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans du travail mal fait. Tous les pas sont ébréchés, les dallettes tombent dans les caniveaux, les gens se cassent la jambe la nuit quand ils marchent. C'est toute cette mauvaise qualité qui est derrière nous, dans la démarche qui est d'abord une démarche d'exigence pour que l'infrastructure soit durable. C'est ça le sens de la résilience, pouvoir résister au choc, même si une grosse pluie tombe et que la zone est inondée, quand la pluie se retire, la route n'est pas gâtée. Les infrastructures sont intactes. Qualité, meilleure qualité, et je suis persuadé que le rapport qualité-prix est meilleur. On le verra dans la durée. C'est vous qui le dites. Oui, je suis prêt à faire le débat sur les charges récurrentes, sur les coûts d'entretien, ok, et sur les échéances d'entretien lourds de ces infrastructures. C'est parce qu'on fait des routes de qualité, qu'on commence à les entretenir dès le premier jour, que nous pouvons continuer à faire des routes ailleurs. Mais ça aussi, ça a un coût. Ça a un coût, mais c'est le coût du développement. Ce développement-là, ce n'est pas un coût perdu, c'est un investissement productif. La Banque mondiale a démontré que pour 1 franc investi dans l'infrastructure de qualité, en 3 ans, le privé investit 15 francs. Les chiffres sont connus. Des projets... Les autres pays qui se développent, c'est parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans l'infrastructure. Le béton coûte ce que ça coûte, le bitume coûte ce que ça coûte. Nous en avons besoin. Quand nous bricolons, au bout de 2 ans, les trous, les crevasses et tout ça, il faut recommencer à zéro. Tous les projets que nous avons conduits peuvent être audités. Ceux que les partenaires
ont financé, le sont déjà systématiquement. Et nous-mêmes, nous sommes en train de finaliser une stratégie d'entretien routier pour pérenniser cet investissement-là. Voilà les conditions dans lesquelles... Des projets d'infrastructure routière, il y en a eu et il y en a même encore à foison. Mais quelle est la part de l'implication des entreprises locales? Je ne donnerai pas de nom sur ce plateau. Mais dans les projets routiers aujourd'hui, la plupart des entreprises qui travaillent sont des entreprises locales installées au Bénin. J'ai dit la plupart, je n'ai pas dit la totalité. Mais majoritairement, sur les infrastructures routières, c'est les entreprises ici, connues, qui ont travaillé dans un passé récent ici. C'est avec elles que nous travaillons. C'est avec elles que nous construisons les routes. Si je donnais des noms, je cours le risque de ne pas appeler tout le monde et de favoriser. Donc, mais vous pouvez aller vérifier. Dans votre secteur, on évoque également des ponts pour désenclaver, relier, sécuriser. Aujourd'hui, on peut parler de 10 ponts réalisés mais entièrement achevés. Quelles zones en ont le plus bénéficié? Nous avons un programme de 21 ponts métalliques qui ne sont pas sur les grandes routes inter-États ou routes nationales pour désenclaver des zones difficiles. Ça couvre tout le territoire national. Ça concerne Malanville qui a été repris, le pont de Womé 1 et 2, le pont de Tovegbamé, Afon, Alafiarou, Djidjozun, Tito, Paouto. Et puis, les ponts qui sont en cours, il y a Djonou qui va être pour quitter Godomé, monter sur Calavi. Ce pont-là sera redimensionné. Il y a le pont de Porte-Nouveau qui va arriver avec une autre dimension. Vous savez que le plus vieux pont de Cotonou, l'emblématique pont rail route, bien sûr, va être totalement... Il y a des inquiétudes à ce niveau aujourd'hui. Quelle inquiétude? Est-ce que ça résiste toujours? Non, justement. On a fait un audit, on voulait le réhabiliter. On a fait un audit, ça ne résiste pas, on va le démanteler complètement et construire un pont tout neuf. Ça se projette pour quand? Vous avez vu l'entreprise Julius Berger, qui a commencé depuis l'aéroport et qui va faire ce pont et qui va faire ce qu'on appelle ATC, accès traversée de Cotonou. Ce pont fait partie. Donc ce n'est pas un projet, c'est un contrat passé. Voilà, et donc la vingtaine de ponts métalliques concernent Kwandé, Zayando, Kalale, Grand Popo, Lokosa, Gogounou, Savalou, Toviklen, Aplaroui, Kandi, Abomé. C'est des ponts qui sont dans des arrondissements de ces communes, des arrondissements difficiles d'accès, pour lesquels nous avons opté pour la construction d'un pont métallique avec une entreprise qui a la capacité et le savoir-faire pour nous doter de ces ouvrages de franchissement. Toujours en projet? Les ponts sont déjà en construction. Sur les 21 que j'ai cités, il y a une bonne dizaine qui sont pratiquement très avancés. Et où en est le pont de Porto-Novo en 2x2 voies? Le pont de Porto-Novo en 2x2 voies est dans le contrat de l'entreprise qui fait l'autoroute Semipodi Porto-Novo. Dans sa planification, elle fera ce pont avant l'achèvement de ses travaux. Donc c'est déjà une décision prise, c'est un contrat signé et donc ça va se faire. Nous avons des images qui illustrent davantage vos propos. On va peut-être voir et avant de poursuivre ce débat. Merci. Entre 1960 et 2016, le Bénin ne disposait que d'environ 2000 km de routes bitumées, dont la plupart n'étaient pas de bonne qualité. Aujourd'hui, 3000 km de routes ont déjà été engagées, soit plus de routes réalisées en 8 ans qu'en 60 ans. À Porto-Novo, la rénovation est effective. L'aménagement de la route Ouedo-Toribocito facilite la circulation des usagers depuis son achèvement. La route Lokosa-DV-Aplahoué, frontière Togo, a aussi connu des travaux d'aménagement. Le tronçon Zayanando-Bonhomet-Paouian est entièrement achevé. Sur l'axe Lalo-Abomé, les pistes ont laissé place au bitumage, permettant ainsi le désenclavement des localités. Ailleurs, sur le territoire, de nouveaux chantiers évoluent à grands pas. Nous voici par exemple dans la partie septentrionale du pays. On suit la réception de toutes les couches et surtout les qualités des matériaux. Donc on assure que les matériaux
mise en œuvre soit de bonne qualité qui répondent aux normes et aux spécifications du marché. Ici, c'est le tronçon Bétérou-Tchaourou, 66 km, 325 mètres. D'abord, remercier les membres de notre gouvernement qui ont aujourd'hui à cœur nos problèmes dans nos différentes contrées. La route Bétérou-Tchaourou-Kassoala, vraiment c'est une route très capitale pour la commune. Ce axe relie directement la Donga. C'est un offre de soulagement depuis l'annonce des travaux de cette route. Quand il n'y avait pas le goudron, c'était difficile. Maintenant que nous l'avons, la circulation est aisée. Nous sommes très contents. Nous prions pour l'auteur de ces œuvres, que Dieu lui donne la santé et une longue vie. Il y avait des difficultés. Même pour aller en ville, c'était très difficile. C'est-à-dire qu'il arrivait là-bas, tu vas aller chez les mécaniciens. Maintenant, vraiment, nous sommes contents. On lui remercie infiniment même. Que les mains de nos ancêtres nous le bénissent. Du côté de la route inter-État numéro 2, le tronçon Bérouboué-Kandi-Malanville est presque terminé. Vraiment, la route Guéné-Kandi, c'est vraiment super. On ne sait pas comment même qualifier ça. Parce qu'on se lève à Guéné ici pour aller à Kandi. C'est un clin d'œil. Félicitations pour le gouvernement, rupture. Avant, vraiment, c'était le calvaire. Mais aujourd'hui, Dieu merci. De Banikouara jusqu'à la frontière du Burkina Faso, le désenclavement est une réalité désormais. La route inter-État numéro 7 est longue de 50 km. Non loin de là, un autre tronçon est en cours de bitumage. Le chantier est divisé en 3 lots. Il y a un lot 1 qui quitte Djougou qui vient à Péanco. Le lot 2 qui quitte Péanco qui va à Kérou. Le lot 3 qui quitte Kérou pour aller à Gbassa, à mi-chemin vers Banikouara. On voit que les populations en ont vraiment besoin. Comme ça, on peut quitter Kérémou, Banikouara sortir en même temps à Djougou, aller à Cotonou. On n'est plus obligé de passer par Kandi. Vous voyez, ça raccourcit aussi les trajets. Donc du Burkina, on passe ici. Et puis bon, même de Malanville, tout ça là, je crois que franchement, c'est une très bonne chose d'avoir décidé de faire cette route-là. L'ambition du gouvernement de Patrice Talon est le maillage de tout le territoire. Bientôt, toutes les 77 communes du Bénin seront reliées par une voie bitumée. Un peu fier? Très fier, sincèrement. Il est aussi question de pistes rurales et on dit qu'il y a jusqu'à 12 000 km de pistes rurales entretenues par an. Concrètement, qu'est-ce qui change pour les agriculteurs, à votre avis? Ce qui change, c'est un programme de pistes que nous identifions avec les associations de producteurs. Mais celui qui est au cœur de ça, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est pour desservir principalement les zones de production et faciliter l'écoulement, les spéculations et le déplacement des personnes. Nous avons un classement, les routes en terre, les pistes, et l'ensemble fait environ 12 000 km, où chaque année avant, on passait un contrat, on recrutait des entreprises, et elles allaient faire un semblant de reprofilage, des fois sans apport de sédiments, sans apport de latérite, tout ça. C'est un reprofilage qui vient plutôt gâter la qualité de la route, surtout après le passage des pluies. Et nous avons changé d'approche. Il faut les recharger totalement. Il faut les recharger totalement avant de les reprofiler, les tasser, les compacter, pardon, pour qu'elles soient plus durables. La dernière étape de la stratégie va être que, et ça commence cette année, va être que la route sera sous contrat avec une entreprise sur une période de 3 ans, sur une période de 5 ans. Et l'entreprise sera responsable de la qualité, de la praticabilité permanente de la route, quelle que soit la saison. Donc ce n'est pas un contrat qui va pour aller charger, reprofiler et disparaître, mais il doit positionner des gens, parcourir la route en permanence pour que s'il y a un bobo quelque part, il aille le réparer de façon à ce que, quelle que soit la saison, cette route soit en état de praticabilité permanente. C'est la stratégie finale vers laquelle nous allons, couplée par notre volonté de sortir de ce stock de 12 000 des routes qui soient progressivement revêtues. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui, sur ces 12 000, nous avons
3500 km de routes qui sont en étude. Et quand nous aurons les financements, nous allons enclencher leur aménagement et les sortir du stock des routes en terre. On peut imaginer combien les populations ont besoin de ces pistes rurales dans nos communautés. 12 000 km, est-ce que cela, comment on dit, touche le besoin véritablement sur le terrain? Ça touche tout le territoire national. 12 000 km, je vous le rappelle, c'est que les routes en terre et les pistes. Il faut ajouter à ça les 3 000 qui sont déjà des voies revêtues, qui touchent toutes les communes, qui nous amènent au centre-ville des communes. Et après, c'est le rayonnement vers les arrondissements. Il faut ajouter également les 2 000 qui ont été faits de 1960 à 2016, que nous avons largement réhabilités, dont je n'ai pas parlé. Parce que non seulement on n'a pas laissé les 2 000 en mauvais état, on les a réhabilités, on les a retraités, on les a ramenés au standard. On en a fait 3 000. Sur les 3 000, il y a 1 800 qui ont été livrés, il y a le reste en cours. Et maintenant, on a engagé des études sur 3 500 dans les 12 000 de routes en terre et pistes. C'est une démarche progressive. Mais, pour répondre à votre question, c'est un maillage territorial complet de toutes les zones. Même les zones là qui sont desservies par une route aujourd'hui. À ce niveau, comment ça se fait, puisque le transport fluvial n'est pas développé? Le transport fluvial n'est pas encore développé, mais il va l'être. Aujourd'hui, nous avons un programme en cours de préparation avec la Banque mondiale qui est le projet de mobilité urbaine durable, qui est une grosse composante transport fluvial sur le lac Nokoué et ses chenaux jusqu'à la lagune de Porto-Novo, que nous allons étendre sur les institutions du président de la République. Nous allons nous reconnecter au système ouest qui va sur les lagunes de Huida pour nous reconnecter par le dragage qu'on a fait à Djondji pour nous reconnecter au lac Aémé. Et donc on aura tout notre système lacustre et fluvio-lagunaire connecté avec un objectif de réhabiliter la navigabilité des voies d'eau. Même pour le tourisme aussi, au niveau de ces zones. C'est important. Vous savez, quand vous allez à Casa del Papa et que vous prenez les voies d'eau pour aller à l'embouchure, vous voyez la richesse des mangroves, vous voyez le beau paysage, et c'est très prisé. Donc, le temps va venir où, si tout ça se passe bien, vous partirez de Porto-Novo jusqu'au lac Aémé, voire jusqu'à la bouche du roi à Grand Popo, en n'utilisant que des voies d'eau. Aujourd'hui, nos parents, de façon informelle, la route des lagunes de Porto-Novo jusqu'au Nigeria est très pratiquée. Il y a beaucoup d'opérateurs privés qui sont sur cette route-là. Et donc, l'État va intervenir pour aménager proprement les choses et réorganiser ce commerce et ce transport-là qui se fait. La question du transport fluvial m'amène à vous demander ce qu'il en est de l'organisation ou de la réorganisation du transport en commun au Bénin. Le transport en commun va être relancé. Vous savez, il faut faire les choses étape par étape. Nous avons passé du temps. Pour faire du transport en commun, pour amener des bus, pour qu'ils soient en bon état, il faut que vous ayez de bonnes routes. La priorité numéro 1, que j'appelle l'urgence, a été de faire des routes. Ces routes ont été dimensionnées avec des emprises suffisantes pour qu'on ait aujourd'hui des couloirs de transport en commun. Nous sommes, si tout se passe bien en mai, le board, le conseil d'administration de la Banque mondiale va approuver notre projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué. Et ça, c'est principalement du transport collectif, du transport urbain. Et là, l'État va faire les infrastructures, organiser l'environnement et passer l'exploitation des lignes au secteur privé. Parce que l'État ne va pas tout faire, il faut laisser les privés. Mais c'est parce qu'on n'a pas bien fait les choses que ceux qui se sont lancés dans le transport public ont échoué parce que la partition que l'État et les collectivités devraient jouer n'a pas été correctement jouée. Nous avons repris la main sur cette mobilité. Vous savez, quand vous avez fini de faire des routes, quand vous avez fini de planifier, de bâtir des villes, ce qui fait le succès des villes, c'est que les gens puissent se déplacer sur leurs différents points de centre d'intérêt. Quitter la maison, aller travailler, aller au marché, aller faire un loisir, aller se détendre le week-end. Pour ça, il faut des routes, oui, mais il faut un système de déplacement qui n'impose pas que chacun ait forcément son propre moyen de déplacement. Puisque le propre moyen de déplacement impose des contraintes de stationnement aussi. Et puis, au-delà de tout ça, la moto qui a été la solution de transport public pour nous est un moyen qui coûte cher.
y compris pour celui qui opère. Dans quel pays du monde on mobilise une personne pour transporter une personne? Mobiliser une personne pour transporter une personne. Pour que celui qui le fait s'en sorte, il faut qu'il fasse payer cher son client. C'est une perte pour vous. C'est une perte pour lui, pour sa santé, pour tout le monde. Et c'est un facteur d'émission de gaz à effet de serre très élevé. Parce qu'il y a plusieurs motos. Vous voulez transporter 50 personnes, vous devez démarrer 50 motos. Donc, on va vers un transport public de masse, avec bus. Nous allons même électrifier ce transport pour aller vers des modes de transport doux, comme les bus électriques, dans un futur comme proche. les bus, dans un futur très proche. Et comment vous comptez gérer l'effectif de nos étudiants, comme nous aimons bien les appeler? Vous savez, les étudiants ne vont pas disparaître. Dans le domaine du transport, il y a ce qu'on appelle le dernier kilomètre, qui est le transport de rabattement, le trafic de rabattement. Pour aller à l'arrêt bus, si votre maison est à 1 km, 500 mètres, il faut que quelqu'un vous amène là-bas. Quand vous descendez à l'arrêt du bus, comme on le voit dans les pays développés, vous prenez un moyen plus simple. Et les émigrants, au lieu de prendre quelqu'un à Kassato et de l'amener à l'abattoir d'Akpakpa, c'est très dangereux, c'est pas économique, c'est pas bien pour la santé. Il vaut mieux que les émigrants, ceux qui vont subsister à ce mode qui va se mettre en place, là, qui puissent continuer à opérer dans le trafic de rabattement. Par exemple, il y a des pays où vous n'avez pas de taxi-moto. Pourtant, le transport se fait. Vous savez, le taxi-moto... C'est pas lié à leur culture en matière de déplacement. Non, le taxi-moto a été comme une réponse à la carence du transport urbain dans notre pays. Une réponse. Aujourd'hui, les taxis quand vous quittez dans votre zone, si vous voulez prendre un taxi, c'est un taxi de ligne, ou soit vous allez à Tokpa, ou le taxi ne peut vous amener nulle part. Vous lui dites, non, moi je ne vais pas là-bas, je vais à Tokpa. Dans d'autres pays où les choses sont organisées, oui, le taxi vous prend, il vous amène à la destination que vous voulez, avec son coût. Le gouvernement a déjà tenté une expérience Bénin Taxi, par exemple. Ça a eu le succès qu'on connaît, ça a eu les échecs également qu'on connaît. La réflexion est en cours pour améliorer ça, puisque ce n'est pas un sujet qu'on peut abandonner, le transport urbain. C'est un besoin. Comme on règle le problème de la route, comme on règle le problème de l'assainissement, on doit régler également le problème du transport. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est sur la table, c'est un projet actuel, présent, sur lequel nous travaillons. J'avais une question en suspens, Monsieur le ministre. Quelle différence faites-vous entre reconstruction et entretien, quand nous évoquions l'entretien des pistes rurales? Et 12 000 km de pistes rurales entretenues par an, combien ça coûte? Quand je suis passé en conseil pour les 12 000 km de 2025, nous étions à 8 milliards CFA, transparent. Mais il y a des niveaux d'entretien. Il y a ce qu'on appelle entretien courant, il y a ce qu'on appelle entretien lourd, entretien périodique, entretien lourd. L'entretien courant, c'est l'entretien qu'on fait régulièrement pour que la route ne se gâte pas. Mais elle finit par se gâter, il y a des imperfections à les réparer, il faut apporter du rechargement. Ça, c'est de l'entretien périodique, c'est de l'entretien lourd. Les coûts au mètre carré sont différents. Eric, si vous permettez, nous abordons également ce qu'il me plaît d'appeler infrastructure stratégique. Je veux parler, par exemple, du port autonome de Cotonou, des aéroports. Nous avons des images qui nous renseignent. On peut voir. L'un des points clés du programme d'action du gouvernement est la dynamisation des transports. En quelques années, ce secteur connaît des avancées, notamment la mise en place d'infrastructures facilitant la circulation des biens et des personnes. Sur le plan des travaux routiers, en se promenant, on voit la beauté du pays. Parce que le Bénin, c'est pour le futur, pour nos enfants. L'amélioration des infrastructures, l'État travaille bien. Le projet de rénovation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou permet au Bénin de se compter parmi les pays possédant des infrastructures de transport aérien de haut standing. La capacité d'accueil se renforce et la piste d'atterrissage s'étend. Si on doit développer du tourisme au Bénin, il faut un aéroport qui répond aux normes internationales. Le personnel est top. Côté police, ça se passe très bien. L'aéroport est propre. On est fiers aujourd'hui quand même d'être ici, parce qu'il y a quelques années, cet aéroport ressemblait à un autogare. Mais aujourd'hui quand même, beaucoup de choses sont faites.
Il y a vraiment d'amélioration maintenant dans le rôle de départ comme d'arrivée. Le parking, par exemple, je n'ai rien à dire, ça s'agrandit déjà. Le port autonome de Cotonou est aussi en pleine modernisation. À travers les travaux entrepris, notamment l'extension de l'ensemble du port, avec une capacité d'accueil de près de 2 millions de conteneurs. Ces grands chantiers visent l'amélioration des conditions de travail des usagers du port. Le premier projet, c'est le terminal 5. Avec ce terminal, 20 hectares vont être ajoutés dans le port. Le deuxième grand projet qu'on a signé est déjà en pleine construction aussi. C'est l'extension du bassin du port avec 150 mètres pour ajouter des quais additionnels. Et on va renouveler tous les anciens quais du port qui sont construits en 1960 et 1980. On va tout reconstruire jusqu'à 16 mètres de profondeur. Un troisième grand projet en pleine production aussi, c'est sortir tous les parkings pour les poids lourds du port vers un accès spécialisé et un parking vraiment à jour pour aussi accueillir tous les chauffeurs des grands porteurs. Il y a un quatrième projet qui est assez spécifique. Avec libération de tous les parkings du port, on va créer une grande zone logistique de 50 hectares dans le port même. Un autre projet qui est important, c'est un centre de revendeuses. On l'a baptisé la cantine du port. Avant, toutes les dames qui sont maintenant logées dans la cantine étaient sur le boulevard en train de vendre toutes les petites choses à manger dans des conditions pas très agréables. Alors on les a donné un endroit très intéressant où tout le monde peut venir. Un nouveau port de pêche en cours d'aménagement sur une zone d'environ 8 hectares à Khoulakodji valorise autrement cette partie du pays avec le développement de la commercialisation et de la transformation des produits de pêche. Le port de Cotonou dans une nouvelle ère, mais en quoi sa modernisation peut impacter le panier de la ménagère? Pour vous répondre simplement, je dis que le port de Cotonou est en extension et en modernisation pour accueillir des bateaux plus grands, donc recevoir des flux plus importants de marchandises. Et parce que c'est les bateaux qui sont plus grands, qui font le même trafic, le coût ramené à l'unité du produit va revenir beaucoup moins cher. Quand vous avez un bateau qui vous ramène 10 cartons, et qui fait le même trajet, quand vous avez un autre bateau qui vous ramène 2000 cartons et qui fait le même trajet, consomme le même carburant, vous vous rendez compte que accueillir les gros bateaux, c'est important, c'est stratégique, c'est économique, c'est social. Ça réduit le coût, la charge sur chaque type de produit que nous allons acheter à la fin. Et donc, aujourd'hui, le projet majeur du port, c'est étendre le bassin. Vous avez vu, le bassin va être plus grand. Donc, étendre la longueur des quais, ça va être encore plus long pour accueillir des bateaux. Mais surtout, pour pouvoir accueillir ces grands bateaux, il ne suffit pas d'étendre, il faut augmenter la profondeur. Nous passons donc d'un tirant d'eau de 10 mètres, en moyenne 12 mètres, à un tirant d'eau de 16 mètres. Donc, nous creusons en profondeur pour que les grands bateaux puissent arriver. Et des bateaux de 300 mètres, ce qu'ils appellent New Panamax, 300 mètres de long. On a annoncé tout dernièrement, le tout dernier qui est 450. Nous serons en mesure, par les travaux que nous sommes en train de faire. On était sur les 300 mètres. Dès que le président de la République a entendu que les bateaux de 450 mètres sont annoncés, il a dit, pendant que nous sommes en travaux, regardez-moi les études en même temps pour que... Il vaut mieux anticiper pour qu'on n'ait pas à refaire des travaux. Nous avons le terminal 5, qui est 20 hectares de terminal pour vrac et conteneurs. On est en train de multiplier les capacités du port par 4 et 5. On va faire un port de pêche, le port de pêche le plus moderne, aux normes, aux standards des ports de pêche au niveau mondial. On va avoir un port d'accostage de plaisance. On va faire un dépôt pétrolier. Le mieux, c'est qu'on est en train de faire un parking gros porteur pour sortir tout le stationnement du port. Ils vont rester à côté et arriver pour prendre les marchandises. On est en train de sortir les bureaux du port, on est en train de faire un centre des affaires maritimes. Tout le monde voit, sur le boulevard de la Marina, que le port est en train de construire un bâtiment pour que tout ce qui est bureau et consort sorte de l'emprise portuaire, de façon à ce qu'on ait plus de place pour stocker plus de conteneurs, pour développer plus d'activités portuaires. C'est vraiment à l'horizon 2027 que tout sera terminé et nous aurons un port qui va challenger la plupart des ports de la sous-région. En tout cas, vous évoquez à l'instant
les nouveaux aménagements qui sont en cours actuellement à l'intérieur du port. Mais tout ceci, hein, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire sur la santé même de notre port autonome de Cotonou, à comparer à d'autres ports de la sous-région? Vous savez que le port est en gestion déléguée au port d'Anvers. Nous sommes en train également à ce niveau-là d'apprendre à gérer un port. Il ne faut pas avoir de honte si on ne sait pas faire. Et pourquoi est-ce que les autres performent et nous n'y arrivons pas? Vous pensez qu'on va rester dans la délégation jusqu'à combien d'années? Ça fait 9 ans que nous y sommes. Nous sommes dans un mandat qui a 3 périodes de 3 ans. Nous sommes dans la dernière période. À la fin de cette dernière période, le gouvernement va évaluer et décider si nous sommes prêts ou s'il faut continuer. Mais c'est une démarche. Voyez-vous, c'est 3 périodes de 3 ans évaluées à chaque fois. Donc, mais les résultats que nous avons... Les résultats, nous avons, si vous regardez les résultats... On avait fait un bon choix. Je pense que c'est l'une des meilleures gestions, des meilleures mises en gestion déléguées qu'on a eues avec le port d'Anvers. Ils nous ont apporté jusqu'à la dématérialisation, le système d'information portuaire, un peu le guichet unique pour mettre tout le monde ensemble et tout ça, et être performant. Nous sommes satisfaits. On ne peut pas être satisfait à 100%, mais nous sommes satisfaits de ce qui est fait. Les chiffres ont monté, vous avez entendu dans le reportage. Nous sommes dans une relative stagnation, il faut dire la vérité, à cause de la situation que nous vivons sur le corridor sud Cotonou-Niamey, où nous sommes le principal port de transbordement pour la République du Niger. Sinon, les résultats sont positifs par rapport à cette gestion. Le gouvernement est satisfait de cette mise en gestion déléguée avec le port d'Anvers. Nous parlons également du transport aérien. Que faut-il retenir de la reconstruction de la piste ou plus globalement des travaux au niveau des aéroports? Nous avons terminé la reconstruction de la piste avec une entreprise que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, il y a une connexion au système d'assainissement qui est en cours à l'intérieur de l'aéroport pour mettre définitivement hors d'eau notre piste et éviter qu'elle ne se dégrade comme elle le faisait aussi régulièrement. L'autre sujet qui n'a pas été tranché, c'est le rallongement ou non de la piste pour pouvoir accueillir un certain type d'avion. C'est pas encore posé, c'est pas tranché, on est en train d'examiner le pour et le contre. Mais notre aéroport aujourd'hui, non seulement on a fait la piste, toute l'aérogare est en rénovation, extension. La zone bagage est construite, la zone d'enregistrement est faite. On a un nouveau duty-free shop, vous l'avez vu, et c'est modernisé. Le parking extérieur en 3 positions. Donc on est vraiment là aujourd'hui. Les investissements qui sont faits sur l'aéroport nous permettent de regarder sereinement les 15 années qu'il y a devant nous. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte? Plus de vols, plus de sécurité, plus de confort? Exactement. Il faut travailler sur tout. Vous savez, quand un aéroport est en travaux, c'est très embêtant pour les passagers, pour les compagnies et tout ça. C'est pour ça que nous accélérons. Mais pendant que nous accélérons, nous continuons de discuter pour que il y a des lignes sur lesquelles nous travaillons qui vont s'ouvrir dans le cas des afro-descendants, dans le cas de l'ouverture sur d'autres destinations. Vous verrez tout ça éclore à partir de la fin de cette année où on va multiplier les vols et tout ça. On était déjà en travaux, vous avez vu venir Corsair. Mais c'est un travail global, c'est une vision globale, c'est une démarche globale pour inscrire l'aéroport de Cotonou comme la porte d'entrée et la porte de revoir des touristes que nous souhaitons vont nous visiter. Vous savez que sur Vodou Days, on espérait 150 000. En 2025, nous avons eu 438 000. Nous avons été complètement débordés par l'attraction que le Bénin commence à montrer. Mais qu'en est-il des vols domestiques? Les vols domestiques, pour les faire, il faut avoir sa compagnie nationale. Nous avons sur ce projet, nous en sommes où? Parce que nous avons Benin Airlines qui est en train de migrer vers une fusion avec une autre compagnie nationale, Chronos, pour donner une compagnie Amazon Airlines. Cette compagnie, non seulement va s'impliquer dans les vols de la sous-région, mais principalement sur les vols intérieurs. C'est tellement plus agréable si vous pouvez aller à Parakou, à Natitengu, à Malanville,
aller travailler, aller régler un problème et revenir dans la journée, c'est des choses qui sont dans le pipe et sur lesquelles nous travaillons. Comment on peut envisager cela si à l'intérieur du pays, nous n'avons pas, en tout cas, suffisamment de pistes pouvant justement recevoir ces vols? Ce n'est pas suffisamment développé. L'aéroport de Tourou, on sait dans quel état ça se trouve. L'aéroport de Tourou est à mettre aux normes. Il y a eu beaucoup d'investissements, malheureusement, des investissements mal pensés, il faut le dire, mal conçus, mal envisagés. Cet aéroport doit être remis dans les standards. Mais c'est là depuis 9 ans. Oui, mais que voulez-vous? Vous voulez que... Vous voulez qu'on fasse Cotonou, Tourou et tous les aéroports en même temps? Il faut se lancer dans une démarche. Vous avez des gens qui embravent 5-6 fronts et qui ne terminent aucun front. Donc, c'est un choix responsable, conséquent, en faveur de l'aéroport de Cotonou, qui n'exclut pas le développement de l'aéroport de Tours et même d'autres aéroports. N'eût été la difficulté qu'on a eue dans la Pendjari, on a déjà fait une piste dans la Pendjari pour permettre aux touristes d'atterrir dans la Pendjari. Ça a été fait dans le cadre des investissements qui ont été faits dans le parc national de la Pendjari. Abordant la question de la mobilité urbaine, quelle solution pour fluidifier Cotonou? Vous savez, quand on fait les infrastructures, il faut le comprendre, c'est un appel d'air. Quand les gens ont de belles routes, ils ont envie d'acheter des voitures. C'est un boom pour l'achat de voitures dans tous les pays du monde. Donc vous finissez de faire ça, il faut faire la régulation du trafic. La régulation du trafic, et là nous avons ce qu'on appelle un PCRT, un poste de contrôle de régulation du trafic qui va se faire dans le cadre du programme de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué. C'est prévu, donc un tableau de bord où on planifie, comme vous voyez dans tous les pays du monde, la circulation dans Cotonou, qui gère tous les carrefours, les feux et consorts. Mais l'autre étape, c'est la mise en place d'un transport urbain collectif, multimodal. Multimodal, c'est-à-dire si vous avez de la route, il faut l'utiliser. Si vous avez des voies d'eau, il faut les utiliser. Si vous avez des chemins de fer, il faut les utiliser. L'étude est en cours, la décision de la banque est attendue et vous aurez les résultats. Une fois que les résultats seront validés par le gouvernement, nous passons à l'étape de la mise en œuvre. Donc, quand on a fini de faire les infrastructures, on peut souffler et penser maintenant comment on va se déplacer, comment on va optimiser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une infrastructure fondamentale qui arrive dans l'environnement du Grand Nokoué, dont on ne parle pas beaucoup parce que beaucoup pensent qu'on a laissé tomber le projet, c'est le Konoko. Le contournement nord du Cotonou, qui va se faire. Bon, on a raison de penser que vous avez laissé tomber parce qu'on n'y parle plus. Avant 2026 ? Comme je vous l'ai dit, c'est étape par étape. Une façon de parler. On ne peut pas tout emblaver en même temps. Vous l'avez annoncé pour être réalisé et là, c'est parce que, compte tenu du parking de Zongo qui vient d'être fait, nous avons changé l'itinéraire de ce qu'on a appelé le barreau. Parce que le parking, le contournement nord, c'est une voie autoroutière fermée, uniquement, spécialement dédiée aux camions poids lourds, pour les sortir de la circulation interne de la ville. Vous savez qu'ils sont là, et ça défonce nos trottoirs, ça casse nos caniveaux, et qu'on sort. Et donc, comme on a construit le parking, on a décidé de changer l'itinéraire on a décidé, ça s'est imposé à nous, avec un avantage que le barreau ne traverse plus la lagune de Cotonou, avec un avantage que l'impact des déplacements et indemnisations qui devaient s'opérer sur la berge est ne se fera plus, et que nous allons rester sur la berge de Dantopa. Le bureau d'études est en train de finir les études pour qu'on puisse lancer l'appel d'offres. Monsieur le ministre, quelle vision globale du transport au Bénin d'ici 2030 ? La vision globale, c'est d'avoir l'un des meilleurs réseaux routiers de notre sous-région. Nous avons déjà gagné sur plusieurs années le prix du meilleur corridor. Nous aurons les métros si l'étude, les flux, le trafic nous l'imposent. Nous ne ferons pas d'investissement de luxe ou de prestige parce qu'il faut avoir le métro pour dire qu'on a le métro. Parce que ça se fait ailleurs jusqu'à côté. Vous allez à New York, vous avez plein d'échangeurs, mais vous allez à Washington, vous n'avez pas d'échangeurs. C'est un choix de développement urbain de ville à l'échelle humaine qui permet quand même de... si nous n'avons pas besoin de métro, peut-être métro aérien, pour nous, le métro aérien peut être une solution de transport collectif.
Regardez par exemple prendre le chemin de fer depuis Paou jusqu'à Semipodi, 40 km, pour desservir avec des lignes qui montent dessus, est une solution. L'étude va nous le dire. Quel est le choix de transport multimodal qui combine tous les modes, qui est le plus optimal pour nous? C'est ça. Donc notre vision, c'est développer des pôles, c'est ça que nous faisons à l'intérieur des villes. C'est connecter des pôles, c'est les routes entre les différentes villes jusqu'à la grande métropole ici, et c'est avoir un territoire qui se développe harmonieusement sans qu'il y ait besoin d'avoir une concentration sur un point du territoire parce que les autres régions n'auraient pas eu des services essentiels. Voilà la vision que le président de la République partage avec nous et que nous essayons de mettre en œuvre sous sa supervision. Et quel est maintenant votre message à l'endroit des populations qui attendent encore le bitume dans leur localité? Progressivement, nous allons y arriver, mais en attendant, je leur demande un comportement citoyen vis-à-vis des infrastructures routières, vis-à-vis, pas plus tard que ce matin, en pleine ville de Cotonou, contre la clôture du centre des affaires maritimes, j'ai vu un Zémi Diangaré qui faisait pipi dans le caniveau, en plein jour, à 9 h du matin. Même si le pipi ne gâte pas le caniveau, le pipi va sentir et l'environnement ne sera pas bon. Déjà. Après, ça crée d'autres problèmes parce que le caniveau, ce n'est pas du tout à l'égout, c'est de l'eau pluviale. Donc, il faut avoir les comportements qu'il faut. Et ça, nous avons besoin de nous y mettre tous. Et je sais qu'il est 10 fois plus difficile de changer le comportement, l'habitude des gens que de construire des routes. Donc, nous sommes dans la partie facile. Heureusement, le ministère s'occupe également de l'environnement et donc de l'éco-citoyenneté. Nous travaillons également sur les changements de comportement et c'est ça qui va faire l'image du Bénin. Voyez-vous, on parle de Cotonou, on parle des belles routes, mais on parle surtout de la propreté de Cotonou. C'est le principal. Et c'est l'image que je souhaite que mon pays ait par l'action que nous menons tous les jours. Merci. Et aujourd'hui, le défi, désormais, c'est de maintenir le cap, de garantir la durabilité et de faire en sorte que chaque mètre construit rapproche un peu plus le pays de ses ambitions. Monsieur le ministre, merci d'avoir tracé pour nous cette cartographie du changement. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de mettre en valeur et de parler de ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci à vous, Marcel Rossi. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. C'est un plaisir, mais un bonheur de vous servir. À bientôt.